Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président Peter Mutharika, débouté par la Cour suprême du Malawi, les juges ont confirmé à l'unanimité ce vendredi l'annulation pour fraude de sa réélection. Une décision qui dégage de ses derniers obstacles la route vers un nouveau scrutin le 2 juillet. Vital Kamerhe fera face à la justice congolaise ce 11 mai 2020. Écroué à la prison de Makala depuis un mois, le directeur de cabinet de la présidence doit s'expliquer dans une affaire de détournement présumé de près de 50 millions de dollars. Et puis la lutte contre le coronavirus va pouvoir franchir un cap au Cameroun, ceci grâce à un don de kit de dépistage rapide du président Paul Biya, un don qui porte à 20 000 le stock disponible dans le pays. C'est la fin d'une saga judiciaire au Malawi. La Cour suprême d'appel de Lilongwe a confirmé ce vendredi l'annulation pour fraude caractérisée de la réélection du président Peter Mutharika, un verdict qui ouvre définitivement la voie à l'organisation d'un nouveau scrutin le 2 juillet 2020 et désormais la majorité absolue est nécessaire pour l'emporter. Explication avec Ashley Duprat. La réélection du président du Malawi, Peter Mutharika, a été annulée. La justice a finalement tranché. Elle a rejeté les deux appels déposés par le chef de l'État malawite et la commission électorale locale contre l'annulation du scrutin présidentiel de 2019. Nous avons entendu les requêtes des deux parties et nous rejetons les deux appels. Nous constatons que le premier appelant n'a pas été dûment élu au poste de président. À la tête du pays depuis 2014, Peter Mutharika avait été crédité de 38,5% des suffrages par la commission électorale locale. Des résultats notamment obtenus par des fraudes caractérisées et généralisées selon la justice. L'élection est d'ailleurs surnommée Elections Typex dans le pays en référence aux procès-verbaux recouverts de blanc à corriger. Un nouveau scrutin est prévu le 2 juillet prochain, scrutin auquel l'ex-président Mutharika a déjà annoncé sa candidature. Il est évident également que la crise post-électorale reste inévitable. Dans un pays déjà qui est fragmenté par les inégalités sociales, avec une croissance économique qui en baisse, l'opposition demande une alternative crédible dans la gestion politique du Malawi. Et le président Mutharika a un mandat très difficile, un mandat marqué par la violation des droits de l'homme. Il va vouloir engager une troisième prolongation pour éviter qu'il y ait une alternative crédible au pouvoir au Malawi. En dépit de la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement le Malawi, la date du 2 juillet est à l'heure actuelle toujours maintenue. Une date qui rappellera à certains l'élection de mai 2019. Peter Mutharika affrontera de nouveau Lazarus Chakwera, le chef de l'opposition. L'époque où les responsables prenaient l'argent des faibles est révolue. C'est le message qu'ont voulu faire passer les autorités soudanaises avec la saisie ce vendredi des biens de l'ancien président Omar el-Béchir. Il s'agit, selon le comité spécial chargé de démanteler le réseau de corruption, de nombreuses propriétés et d'environ 100 000 mètres carrés de terrain acquis frauduleusement grâce à des liens familiaux avec le président déchu. Notons que ce dernier est sous le coup d'autres procédures pour le meurtre de manifestants ou pour son rôle dans le coup d'État de 1989. C'est un procès inédit qui s'ouvre ce 11 mai en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, directeur de cabinet de la présidence, doit comparaître devant le tribunal de grande instance de la Gombe. En détention préventive depuis le 8 avril, il est accusé d'avoir détourné près de 50 millions de dollars destinés au financement du programme des 100 jours. On fait le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Les Congolais s'attendent à un procès inédit le 11 mai 2020. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, va comparaître au tribunal des grandes instances de la Gombe pour 3 chefs d'accusation. Détournement des deniers publics et faits de corruption sont entre autres les griefs pour lesquels est accusé les plus proches collaborateurs du président de la République. Ce procès a une spécificité dans ce sens que il implique un des plus proches collaborateurs et alliés principaux du président de la République en fonction, pour lesquels le président de la République n'a même pas osé interférer. Ce qui constitue déjà un signal fort lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi à la fois aux magistrats pour leur dire
que désormais vous devez vous occuper de la répression contre les actes de corruption et de détournement des deniers publics sans craindre une quelconque représaille à caractère politique. C'est donc un acteur majeur de la politique congolaise qui sera à la barre ce lundi 11 mai. Les faits pour lesquels est accusé le président de l'Union pour la nation congolaise sont punissables d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Les faits de corruption, les faits de détournement ou de blanchiment de capitaux sont des faits qui, à ce jour, sont prévus et punis par des peines allant jusqu'à même à 20 ans de prison, avec la possibilité pour le tribunal d'ordonner aussi la confiscation de tous les produits, tous les biens qui ont servi à la commission de la corruption ou de détournement des deniers publics. Vital Kamerhe a déjà passé plus de 3 semaines en détention provisoire à Makala, prison centrale de Kinshasa, principal allié au président de la République, avec qui ils ont créé le Cap pour le changement qui a remporté la présidentielle du 30 décembre 2018. Kamerhe et ses avocats demandent la retransmission en direct du procès à la télévision nationale congolaise. Et sachez que les militants de l'Union pour la nation congolaise ont appelé à une journée ville morte ce lundi 11 mai 2020 en signe de solidarité avec leur leader, Vital Kamerhe. La rumeur courait depuis plusieurs semaines. Elle a été confirmée ce 7 mai par l'ONU. Des mercenaires russes sont bel et bien présents en Libye en soutien au maréchal Khalifa Haftar. Le rapport des experts chargés du contrôle de l'embargo sur les armes évoque également la présence de combattants syriens. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Des mercenaires russes présents en Libye. C'est la première fois que l'Organisation des Nations Unies confirme cette information révélée en 2019 par des médias américains. Dans un rapport récent, les experts onusiens estiment entre 800 et 1200 le nombre de paramilitaires du groupe russe Wagner sur le territoire libyen, venus épauler le maréchal Khalifa Haftar. Présence qui a toujours été démenti par la Russie. Je ne sais pas d'où viennent les sources de cette information, mais en toute façon, ça fait 1 an que l'armée libyenne combat sur les axes de combat à Tripoli. Il y a des blessés, il y a des morts. Bon, on n'a pas vu ça du côté de l'armée libyenne. Il n'y a pas de blessés de Wagner, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de prisonniers. Et c'est bizarre. Les membres du groupe Wagner auraient fourni un soutien technique à l'homme fort de l'Est libyen dans les domaines de l'artillerie et du contrôle aérien, mais auraient également participé à des combats. Autre information inédite, les experts indiquent l'implication de mercenaires syriens aux côtés du maréchal Khalifa Haftar. Jusque-là, des troupes syriennes avaient uniquement été signalées dans les forces engagées auprès du gouvernement d'union nationale. Face à ces informations, ni Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ni les experts n'ont recommandé des sanctions. Les Nations Unies a commencé à perdre ses crédits avec ces rapports comme ça. C'est Erdogan qui a ramassé tous les terroristes du nord de Syrie, qui l'envoyait à Tripoli pour combattre l'armée libyenne. Écoutez, les États-Unis, il a une guerre stratégique avec la Russie, donc tout ce qui touche la Russie, tout ce qui condamne la Russie, il est bienvenu. Les hommes du maréchal Khalifa Haftar, soutenus par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, subissent désormais d'importants revers, alors qu'ils avaient l'avantage depuis le début de l'offensive pour conquérir Tripoli. Un rapport de force qui s'est inversé avec l'intervention de la Turquie aux côtés du gouvernement d'union nationale. Savoir si on est porteur de Covid-19 en 15 minutes, c'est désormais possible au Cameroun grâce à un don de 5000 kits de dépistage rapide du président Paul Biya. Des kits qui permettront d'accélérer la détection de nouveaux cas et la prise en charge des malades. Nathalie Mo. 15 minutes, c'est le temps que durera désormais le test de dépistage du Covid-19 au Cameroun. Ce 7 mai 2020, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a remis au ministère de la Santé publique 5000 tests de dépistage rapide, fruit d'un don du président Paul Biya au Fonds national de solidarité contre le Covid-19. Le ministre de la Santé était avec nous hier, nous sommes descendus en bas, vous allez constater qu'il y a un laboratoire qui nous a permis avec les médecins et les spécialistes pour confirmer la fiabilité. Donc les résultats, c'est après 15 minutes et c'est les résultats définitifs.
Donc vous savez votre statut. Comment ça marche? Muni d'un écouvillon et d'un matériel de prélèvement, le clinicien peut désormais effectuer des tests en réduisant les risques de transmission. Autres avantages, disparition des aléas de transport des échantillons, faible coût du test et rapide prise en charge des personnes testées positives. Je crois qu'ici, nous avons, en ce don du président de la République, son Excellence Paul Biya, une excellente opportunité pour non seulement booster, mais accélérer notre lutte contre le Covid. Avec le don du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun dispose désormais de 20 000 kits de dépistage rapide. Le chef de l'État insiste donc sur ces tests, car ils sont les meilleurs pour lutter contre le coronavirus, a indiqué le ministre Paul Atanganji. Bouffée d'oxygène pour les entreprises éthiopiennes. Le ministère du Revenu a annoncé des déductions fiscales avec annulation des intérêts et pénalités pour les impôts dus entre 2015 et 2018. Une décision sans précédent dans l'histoire fiscale éthiopienne, mais hautement stratégique. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. C'est une mesure inédite et exceptionnelle. Les impôts dus par les entreprises éthiopiennes entre 2005 et 2014 sont totalement supprimés. Ceux de 2015 à 2018 feront l'objet d'une déducation fiscale avec annulation des intérêts et pénalités. L'annonce a été faite ce 6 mai par le ministère éthiopien du Revenu. Objectif affiché, assurer une relance rapide de l'économie après la crise sanitaire. On ne peut pas juger des avantages d'une telle mesure quand on n'a pas compris profondément les mobiles ou les causes de cette défaillance des entreprises vis-à-vis de leurs obligations légales. Et puis, au cours d'une période où il n'y avait aucune raison externe de ne pas pouvoir s'acquitter de leurs obligations. Un coup de filet donc pour des dizaines de milliers d'entreprises qui bénéficieront également d'un allègement de 4 mois de l'impôt sur le revenu. Mais il faut faire vite. Pour bénéficier de ces avantages, les contribuables doivent effectuer une demande dans les 30 prochains jours. Moi, je pense que seul un audit pourrait nous permettre d'apprécier si une mesure de dispense fiscale pourrait avoir un impact positif. Mais avant ce genre d'audit, il est vraiment hasardeux de dispenser ces entreprises de payer leurs impôts ou même éventuellement de leur accorder des subventions quelconques. Et l'Éthiopie en a besoin au moment où les perspectives s'assombrissent. Le taux de croissance qui dépassait les 9% en 2019 devrait brutalement chuter à 3,2% du produit intérieur brut en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.